Un dossier glissé sur la table. Il n'y a pas de précipitation, juste un calme étrange, presque artificiel. Chaque mot prononcé semble répéter le même message, sans jamais le dire clairement. C'est un test silencieux, un jeu de pouvoir subtil. Ibrahim Traoré comprend sans explication, sentant que cette offre de coopération n'en est pas vraiment une. Il y a quelque chose de plus, une mécanique qui transforme la dépendance en réflexe et l'obéissance en normalité. Il sait déjà que ce n'est pas la brutalité qui guide ce processus, mais une architecture invisible, presque imperceptible. Le jeu a commencé. Ibrahim Traoré n'avait pas de doute. Ce n'était pas un simple dossier parmi tant d'autres. Il savait que ce moment était bien plus qu'une simple formalité administrative. Derrière ces propositions apparemment inoffensives, Znokane, se cachait une pression discrète mais croissante, une force invisible qui cherchait à imposer une vision. Le Burkina Faso se trouvait à un tournant, un choix décisif entre maintenir son indépendance ou céder, lentement mais sûrement, à des influences extérieures. Cette décision, même prise en apparence sans conséquence, pouvait redéfinir la place du pays dans un monde de plus en plus interconnecté. Le risque? Perdre la capacité de prendre des décisions libres de manière souveraine. Ibrahim Traoré savait que ce n'était pas seulement une question de politique ou de diplomatie, mais de survie économique et géopolitique. Le poids des choix à venir ne pouvait être ignoré, et il se tenait là, face à l'ombre de cette décision, conscient qu'une erreur, même petite, pourrait coûter cher. Le dossier que Ibrahim Traoré avait sous les yeux n'était pas une simple paperasse administrative. À première vue, il semblait être un document parmi tant d'autres, mais en y regardant de plus près, quelque chose d'étrange se dégageait. Il n'y avait pas de menace directe, mais un message implicite. Ce n'était pas une rupture brutale, mais une série de petits ajustements. Des ajustements qui, à long terme, pouvaient avoir des conséquences bien plus importantes qu'on ne pouvait l'imaginer. En quelques lignes, le texte exposait un système où la dépendance du Burkina Faso à ses partenaires étrangers ne serait pas seulement maintenue, mais renforcée. Loin d'être une simple formalité, cette proposition était une nouvelle forme de domination subtile, bien plus efficace que n'importe quelle pression militaire ou diplomatique. Chaque phrase, chaque mot semblait conçu pour maintenir l'équilibre actuel. Un équilibre où le pays, bien que nominalement indépendant, devait constamment naviguer selon les volontés des autres. Un exemple frappant, un simple retard dans l'acheminement de certaines ressources essentielles, apparemment anodin, pourrait entraîner des conséquences économiques graves. Les délais logistiques se rallongeraient, les tarifs d'assurance grimperaient, et des secteurs entiers de l'économie burkinabé se retrouveraient sous pression. Ibrahim Traoré comprenait que cette dépendance n'était pas imposée de manière brutale, mais qu'elle se glissait insidieusement dans le quotidien des institutions. C'était une dépendance algorithmique, une forme de gouvernance invisible qui ne se signalait pas par des menaces directes, mais par une série de petits ajustements administratifs et logistiques. Tout cela sans déclaration officielle, sans rupture, mais suffisamment puissant pour changer en profondeur la nature même de l'indépendance du pays. Ibrahim Traoré n'était pas seul dans cette réflexion. Depuis qu'il avait pris la tête du pays, il avait observé avec une attention méticuleuse la manière dont chaque mouvement géopolitique, chaque petite décision administrative pouvait se répercuter sur la souveraineté nationale. Il n'était pas du genre à céder sous pression, mais il savait aussi que chaque geste avait ses conséquences, et parfois il fallait savoir naviguer dans les eaux troubles de la diplomatie internationale. Les premiers signes de ce système invisible de dépendance étaient apparus dès les premières négociations commerciales avec les partenaires étrangers. Ce qui semblait être des discussions anodines sur des clauses contractuelles avait en réalité des répercussions bien plus vastes. Chaque accord, chaque engagement pris
semblait mener à de nouvelles conditions, des petites concessions qui, à force, affaiblissaient la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Ibrahim Traoré savait qu'il devait agir vite et avec prudence. Le moindre faux pas pourrait entraîner des conséquences immédiates. Un exemple marquant était l'accord sur les ressources naturelles, qui, bien qu'initialement favorable au pays, avait laissé la porte ouverte à des pressions extérieures. Le retard dans les projets d'infrastructure ou les fluctuations des prix des matières premières étaient des signaux subtils mais clairs. Chaque petite décision semblait avoir une portée bien plus grande qu'elle n'y paraissait. C'est là que la vision de Traoré entra en jeu. Conscient que la gestion de la dépendance était un défi de chaque instant, il comprit que le moment était venu de se poser la question la plus cruciale. Qui décidait vraiment pour le pays? Le pouvoir ne résidait pas seulement dans les décisions prises sur le terrain, mais aussi dans la manière dont ces décisions étaient perçues et, plus encore, dans la manière dont elles étaient influencées par des forces extérieures. Le moment charnière arriva plus tôt que prévu. Ibrahim Traoré avait anticipé la montée en tension, mais il ne s'attendait pas à ce qu'une simple modification d'accords logistiques entraîne une réaction en chaîne aussi rapide. Cela commença par un retard dans l'acheminement d'un cargo de carburant. Un retard apparemment insignifiant, mais qui eut des répercussions immédiates sur les secteurs clés de l'économie burkinabé. Les stocks de carburant commencèrent à se raréfier et les prix montèrent en flèche. En quelques jours, les entreprises locales ressentirent les effets. Les petits commerçants, dépendant des flux réguliers de biens de consommation, commencèrent à se retrouver à court de stock. La tension monta dans les rues de Ouagadougou, les files d'attente devant les stations-service devenaient de plus en plus longues. Les premières rumeurs d'instabilité se firent entendre, mais ce n'était qu'un début. Quelques jours plus tard, une deuxième étape du processus se manifesta, une modification des tarifs d'assurance pour les importations maritimes à destination du Burkina Faso. Une simple note interne dans les bureaux d'assurance mentionnait des risques accrus liés à la situation géopolitique de la région. Ces ajustements, bien que mineurs individuellement, commencèrent à s'accumuler. Le coût des affaires augmenta et avec lui les inquiétudes des entreprises locales. Les prix des biens de consommation montaient, les marges des entreprises se réduisaient et la compétitivité du pays était mise à rude épreuve. Le véritable impact ne tarda pas à se faire sentir. Les partenaires internationaux commencèrent à ajuster leurs priorités. Une grande compagnie maritime modifia ses priorités de transport, accordant moins d'attention aux itinéraires vers le Burkina Faso. Ce changement ne fit qu'ajouter à la pression croissante sur le pays. Les secteurs économiques déjà fragiles commencèrent à ressentir les effets d'une interdépendance qui n'était plus seulement économique, mais aussi diplomatique. Mais ce qui troubla le plus Ibrahim Traoré fut la manière dont ces événements s'enchaînaient. Aucune de ces actions n'était une rupture explicite, aucune ne constituait un blocus officiel, mais elles formaient une toile invisible, un filet qui se resserrait lentement autour du pays. Chaque geste, chaque décision prise en dehors des frontières du Burkina Faso semblait influer sur la liberté de décision interne du pays. Le climat politique mondial, déjà tendu, commença à prendre une teinte plus menaçante. Des rapports d'instabilité commençaient à être publiés, alimentant la peur des investisseurs et des acteurs économiques internationaux. La perception du pays commença à changer. Une simple note sur une augmentation de tarifs d'assurance était suffisante pour modifier la dynamique économique du pays. Dans les coulisses, les discussions diplomatiques allaient bon train. Des appels discrets d'ambassades amies vinrent conseiller au gouvernement burkinabé de ne pas précipiter de décisions radicales. Le message était clair, ce n'est pas le moment de se démarquer. Les signaux étaient des subtils, mais Ibrahim Traoré savait que ce n'était pas un hasard.
Le pays était en train de se faire réajuster, lentement mais sûrement. La question centrale qu'Ibrahim Traoré se posa à ce moment-là fut: jusqu'à quel point pouvait-il encore résister à cette pression? Jusqu'à quel point le Burkina Faso pouvait-il prendre des décisions indépendantes avant que des forces extérieures n'interviennent de manière décisive? Le défi n'était pas seulement de maintenir l'ordre, mais de préserver la souveraineté dans un monde où chaque décision semblait désormais calculée par des algorithmes externes, des systèmes invisibles qui guidaient chaque mouvement sans jamais être vus. Les chiffres commencèrent à parler et ils racontaient une histoire inquiétante. Le délai moyen de traitement des transferts interbancaires transfrontaliers, un indicateur clé de l'efficacité économique, passa de 2,4 jours à 4,7 jours en l'espace de quelques semaines. Ce n'était pas seulement un retard administratif, c'était un signe que les flux financiers internationaux étaient d'un ralenti, et avec eux les activités commerciales du pays. Et chaque jour de retard coûtait cher aux entreprises locales qui se retrouvaient dans l'incapacité de régler leurs transactions à temps. L'impact était immédiat sur le commerce extérieur et l'approvisionnement en biens de consommation essentiels. Le deuxième chiffre, marquant, fut l'augmentation des primes d'assurance sur les importations maritimes. Avant l'apparition des termes instabilité et risques accrus dans les rapports diplomatiques, les assurances maritimes appliquaient un taux de 1,8%. Ce taux grimpa soudainement à 3,2% dans un délai de 2 mois, sans raison apparente liée aux conditions physiques. Cette hausse, bien qu'elle ne soit pas officiellement justifiée, eut un effet domino sur les prix des biens importés. Les entreprises importatrices, déjà soumises à la pression des coûts logistiques et durant, ajustaient leurs prix à la hausse, ce qui se répercuta directement sur les consommateurs. Le prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité augmenta, augmentant ainsi le coût de la vie pour les Burkinabés. En parallèle, un autre chiffre alarmant apparut: la part de fournisseurs critiques utilisant une seule route d'accès logistique passa de 49% à 61% en seulement 2 mois. Ce glissement significatif démontra une concentration accrue des circuits d'approvisionnement, rendant le pays plus vulnérable à tout blocage ou perturbation dans ses corridors. L'absence de diversification dans les itinéraires d'approvisionnement augmentait les risques de rupture en cas de défaillance d'un maillon de la chaîne logistique. Le pays, déjà sous pression, devenait de plus en plus dépendant d'un petit nombre de voies critiques pour ses échanges commerciaux. Ces chiffres n'étaient pas de simples données économiques, ils incarnaient une réalité bien plus inquiétante. Ils révélaient comment, à travers des ajustements subtils mais persistants, le Burkina Faso se retrouvait coincé dans un piège invisible de dépendance. Les décisions prises à l'échelle mondiale, bien qu'elles semblent déconnectées des réalités locales, avaient un impact direct sur la capacité du pays à fonctionner de manière autonome. Le pays ne pouvait plus ignorer le fait que chaque décision internationale affectait son indépendance opérationnelle. Il n'était plus question de négocier simplement des contrats ou de discuter des prix. Et ce qui se jouait en coulisses était bien plus que de la simple diplomatie économique. Il s'agissait de la possibilité même du Burkina Faso à exercer son autonomie sans être soumis à des pressions extérieures. Ibrahim Traoré comprenait qu'à ce stade, chaque retard, chaque hausse de tarifs, chaque ajustement administratif n'était pas seulement un détail technique, mais une composante d'un système plus vaste visant à maintenir une dépendance, silencieuse mais puissante. Les critiques envers la stratégie d'Ibrahim Traoré étaient nombreuses. D'un côté, certains observateurs soutenaient que le Burkina Faso n'avait d'autre choix que de coopérer avec les puissances extérieures. Ils faisaient valoir que sans ces relations,
le pays risquait l'isolement économique et diplomatique. Selon eux, le monde moderne exigeait une intégration dans les systèmes globaux, et toute tentative de rupture serait non seulement dangereuse, mais également irréaliste. L'argument principal de ces détracteurs était que l'autonomie, bien que théoriquement séduisante, était en réalité impossible à réaliser dans un environnement économique et politique mondial aussi interdépendant. Et cependant, cette position reposait sur un certain nombre de prémices discutables. Tout d'abord, elle ignorait l'impact croissant de la concentration des flux économiques. La dépendance excessive à des routes logistiques uniques ou à des partenaires commerciaux spécifiques laissait le pays vulnérable aux fluctuations des conditions extérieures. Ces risques n'étaient pas simplement théoriques, mais se manifestaient par des hausses de prix, des ruptures de stock et une pression sur l'économie locale. De plus, l'idée que la coopération internationale était une solution absolue à la souveraineté nationale n'avait pas pris en compte la flexibilité nécessaire pour naviguer dans un monde complexe, où chaque acte international devenait potentiellement un levier de pression. D'autre part, certains critiques plus modérés faisaient valoir qu'une position intermédiaire, celle d'une coopération plus équilibrée et mesurée, pourrait permettre au Burkina Faso de bénéficier des avantages économiques mondiaux tout en préservant ses principes fondamentaux de souveraineté. Cette approche, bien qu'elle semble plus raisonnable, ne tenait pas compte des signes croissants d'une évolution du contexte mondial. Les tensions géopolitiques croissantes, les changements dans les priorités internationales et les vulnérabilités structurelles du pays, à savoir sa dépendance excessive à certains partenaires économiques, rendaient de cette approche de plus en plus risquée. En fin de compte, la position de Traoré allait au-delà de la simple question de coopération ou d'opposition. Il s'agissait de comprendre la nature même du pouvoir économique et politique dans un monde globalisé. Le véritable défi n'était pas de s'aligner aveuglément avec des intérêts extérieurs, mais de préserver une marge de manœuvre suffisante pour prendre des décisions indépendantes, même si ces décisions entraient en conflit avec les attentes mondiales. Traoré savait que la souveraineté ne pouvait être défendue qu'en ayant la capacité de refuser les pressions externes. Et c'est ce refus silencieux mais résolu ce qu'il chercha à imposer. À ce moment, la situation atteignit un tournant. Ibrahim Traoré ne pouvait plus se permettre d'attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Ce n'était plus qu'une question de stratégie géopolitique ou d'économie. C'était une question de survie nationale, de capacité à maintenir une forme d'indépendance face à des pressions invisibles mais puissantes. Il comprit alors que la dépendance du pays n'était pas seulement une question de logistique, mais une forme de gouvernance invisible, imprégnant chaque aspect de la vie politique et économique du Burkina Faso. L'ouverture de la porte à des décisions extérieures sous forme de recommandations n'était pas seulement un compromis, c'était un processus qui transformait peu à peu l'indépendance du pays en une illusion. Les décisions prises à l'échelle internationale se superposaient aux décisions locales, rendant toute initiative intérieure de plus en plus dépendante du regard et des attentes des puissances extérieures. C'était là que la véritable tension se manifestait. Traoré savait que pour préserver une réelle autonomie, il devait réagir rapidement. Ce n'était plus une simple question de résistance passive, mais de mettre en place une stratégie active pour récupérer cette autonomie perdue. Les conséquences de la dépendance invisible qu'Ibrahim Traoré avait observée ne tardèrent pas à se manifester de manière tangible. En quelques mois, les effets de cette pression silencieuse commencèrent à se répercuter sur la vie quotidienne des Burkinabés. Le prix des biens de consommation de base monta en flèche et l'augmentation des coûts logistiques se répercutait directement sur les petites entreprises locales.
L'instabilité des prix, couplée à des retards dans l'approvisionnement, commença à créer une atmosphère de méfiance parmi les commerçants et les consommateurs. Les citoyens se voyaient contraints de faire face à des pénuries ponctuelles et chaque rupture de stock devenait un nouveau symptôme d'un problème bien plus profond. Mais les effets ne se limitaient pas au marché. Les secteurs publics et privés du pays se retrouvèrent sous pression. Les projets d'infrastructure, bien qu'ayant été planifiés pour stimuler la croissance, commencèrent à ralentir en raison des fluctuations imprévisibles des prix et des retards dans l'approvisionnement des matériaux essentiels. Le gouvernement, dans sa quête pour maintenir la stabilité économique, se retrouvait dans une position difficile. Chaque décision qu'il prenait était désormais influencée par les rapports d'institutions internationales qui semblaient dicter le rythme du développement national. Les tensions internes, déjà présentes, commencèrent à croître. Les classes moyennes, habituées à un certain confort, commencèrent à ressentir les effets de cette pression invisible. L'inflation galopante, la hausse des prix et l'incertitude économique alimentaient un sentiment de frustration. Les discussions sur l'autonomie et l'indépendance devinrent de plus en plus fréquentes dans les cercles politiques et sociaux. Le pays, qui semblait jadis sur la voie de la stabilité, se trouvait désormais à un carrefour. À l'international, les pressions exercées sur le Burkina Faso se manifestaient également dans le domaine diplomatique. Les grandes puissances, bien que ne prenant pas de mesures directes, ajustaient leurs relations commerciales avec le pays, adaptant leurs priorités et renégociant leurs engagements en fonction des développements politiques. Ce réajustement graduel, presque imperceptible, se propageait dans les corridors diplomatiques et chaque mouvement semblait déclencher une nouvelle réaction en chaîne. L'isolement progressif du pays devint une réalité, mais ce qui était encore plus préoccupant, c'était l'impact sur la perception interne de l'indépendance. Les Burkinabés, à mesure qu'ils ressentaient de plus en plus cette pression extérieure, commencèrent à remettre en question la véritable nature de leur autonomie. Était-ce vraiment un choix souverain de rester indépendant? Ou le pays se retrouvait-il contraint de suivre un chemin déjà tracé par des influences extérieures? La question de la souveraineté n'était plus abstraite, elle devenait une réalité tangible dans la vie quotidienne des citoyens. Les signaux de cette pression ne faisaient que se multiplier. Le pays se retrouvait dans un étau invisible, sans signes évidents de violence ou de confrontation ouverte, mais sous une forme de contrainte douce qui ne laissait que peu de place à la liberté d'action. Ibrahim Traoré se rendait compte que ce n'était pas la force brute qui imposait cette dépendance, mais une série de mécanismes subtils et bien rodés qui était en train de redéfinir ce que signifiait être un pays souverain dans le monde moderne. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios pouvaient se dessiner pour le Burkina Faso, chacun avec ses propres enjeux et risques. Le premier scénario, celui du maintien du statu quo, représentait une forme de résistance passive aux pressions extérieures. Si le pays décidait de continuer à naviguer dans cet espace géopolitique en maintenant des relations de coopération avec ses partenaires internationaux sans trop se démarquer, il pourrait éviter une rupture immédiate. Cependant, ce scénario comportait plusieurs dangers. Les effets de l'isolement économique, même subtil, pourraient ne se renforcer. Et à long terme, cette approche pourrait rendre le pays encore plus dépendant des décisions prises ailleurs. Bien que cette stratégie permettrait de maintenir une certaine stabilité à court terme, elle risquait de miner la souveraineté du pays de manière irréversible. Le deuxième scénario, celui de l'optimisme prudent, impliquait une réévaluation des relations internationales, mais avec une approche plus équilibrée. Le Burkina Faso pourrait décider de diversifier ses partenariats et de chercher des alliances alternatives, en particulier dans le cadre de la coopération Sud-Sud, afin de réduire la dépendance excessive aux acteurs traditionnels.
Dans ce scénario, le pays pourrait réussir à renforcer son autonomie tout en poursuivant des objectifs de développement interne. Ce scénario optimiste offrirait au Burkina Faso une plus grande flexibilité et permettrait de rebâtir une certaine confiance dans ses institutions économiques et politiques. Toutefois, cela exigerait un leadership audacieux et une gestion habile des relations internationales pour éviter les pièges de la dépendance subtile. Le troisième scénario, celui du pessimisme stratégique, et représentait une rupture brutale avec les influences extérieures. Si le Burkina Faso choisissait de rompre avec ses partenaires traditionnels et d'adopter une position de fermeté absolue, il risquait de s'exposer à des conséquences économiques graves. L'isolement complet pourrait provoquer une chute de l'investissement étranger, des ruptures commerciales massives et une pression accrue sur l'infrastructure du pays. Les classes moyennes pourraient se révolter face à la détérioration de leur niveau de vie et les tensions internes pourraient rapidement se transformer en crise sociale. Si cette approche pouvait éventuellement aboutir à une forme d'autonomie retrouvée, elle comportait des risques élevés et des incertitudes considérables. Enfin, la recommandation stratégique d'Ibrahim Traoré ne se situait ni dans l'un ni dans l'autre de ces scénarios extrêmes. Il suggérait une voie intermédiaire, une approche progressive qui permettrait de bâtir des capacités locales tout en équilibrant les relations internationales. Cette approche pourrait offrir une solution viable à long terme, en intégrant des réformes internes et en gérant prudemment les relations internationales pour éviter une dépendance excessive. Il s'agirait d'une transition stratégique vers une indépendance accrue sans provoquer de chocs économiques ou sociaux brutaux. Pour le peuple burkinabé, ces enjeux n'étaient pas seulement des questions abstraites de politique ou d'économie, ils touchaient leur quotidien, leur vie de tous les jours, les ruptures de stock, les hausses de prix, et les pénuries de carburant affectaient déjà les quartiers périphériques de Ouagadougou où la vie était souvent une bataille pour accéder aux biens essentiels. Une vendeuse de légumes résumait bien le sentiment général. Avant, on subissait sans comprendre. Maintenant, au moins, on sait pourquoi. Cette lucidité naissante, bien qu'elle ne soit pas encore une forme d'adhésion, marquait un tournant dans la manière dont les citoyens percevaient les choix du gouvernement. Les classes moyennes, autrefois protégées de ces réalités, commençaient elles aussi à ressentir la pression. Les tensions sociales s'accumulaient, mais d'une manière différente. Ce n'était plus seulement l'inflation qui les inquiétait, mais une prise de conscience plus profonde, celle que les décisions prises à l'échelle internationale n'étaient pas seulement des abstractions, mais qu'elles se traduisaient en une réduction tangible de leur pouvoir d'agir. Les discussions sur l'autonomie et la souveraineté devenaient de plus en plus fréquentes dans les foyers, les salons de café et même dans les discussions informelles dans les rues. Pourtant, la résistance n'était pas seulement un phénomène de défiance. Certains voyaient dans ces difficultés une opportunité de reconstruire quelque chose de plus fort. Dans les quartiers populaires, une nouvelle dynamique émergeait. Des discussions commençaient à se concentrer sur la manière de s'adapter, de renforcer les initiatives locales et de réduire la dépendance. Les débats sur l'autosuffisance, la résilience et la création de solutions locales se multipliaient. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un acteur marginal, commençait à se redéfinir dans un monde globalisé. Ce changement d'attitude pouvait bien être la clé pour comprendre la route vers une véritable autonomie. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'était pas simplement de prendre des décisions réactives, mais de développer une stratégie à long terme pour renforcer la souveraineté nationale. Le Burkina Faso avait besoin d'une approche systématique pour surmonter la dépendance accrue à ses partenaires internationaux.
Le chemin vers cette autonomie devait commencer par une évaluation complète des vulnérabilités internes et externes. Un premier pas essentiel serait la création d'une carte de dépendance qui identifierait les secteurs clés les plus vulnérables aux pressions extérieures. Cette cartographie, qui serait mise en place dans les 3 prochains mois, servirait de base pour toute la stratégie de résilience opérationnelle. Ensuite, il serait crucial de diversifier les canaux d'approvisionnement. Plutôt que de concentrer les relations commerciales sur quelques partenaires spécifiques, le pays devrait chercher à établir des partenariats plus variés, notamment dans le cadre d'accords Sud-Sud, avec des pays voisins et d'autres acteurs émergents. L'objectif serait de réduire les risques de rupture en cas de perturbation dans un corridor commercial ou une relation bilatérale. Des initiatives de relocalisation des secteurs clés comme l'agriculture et les industries manufacturières seraient également prioritaires. Cela permettrait de réduire la dépendance vis-à-vis des importations tout en stimulant l'économie locale et en créant de nouveaux emplois. Enfin, la dernière étape de ce plan de renforcement de l'autonomie serait la formation continue des cadres techniques. Une nouvelle doctrine, centrée sur l'indépendance décisionnelle, serait intégrée dans les modules de formation des institutions publiques. Chaque acteur clé du gouvernement serait formé à identifier les signaux faibles de dépendance et à prendre des décisions qui préservent l'autonomie, même face à la pression internationale. Le ministère des Finances, par exemple, renforcerait ses audits de dépendance et de résilience pour s'assurer que les décisions économiques ne soient plus prises à la seule lumière des exigences extérieures. Ibrahim Traoré se souvint du dossier qu'il avait repoussé doucement sur la table. Un geste simple mais porteur de toute la tension accumulée. Ce n'était pas une rupture bruyante, ni un acte de défiance aveugle. C'était une décision mesurée, un refus silencieux mais ferme, de se laisser entraîner dans une dynamique qui ne lui appartenait pas. Ce geste symbolisait bien plus que la simple signature d'un document. Il représentait un tournant, un retour à la maîtrise de soi, une affirmation que la souveraineté ne se négocie pas, qu'elle se construit, qu'elle se protège. Le Burkina Faso, à ce moment précis, n'était plus simplement un acteur pris dans le tourbillon des événements mondiaux. Il était devenu un pays qui avait choisi de ne pas se laisser définir par des intérêts extérieurs. En repoussant ce dossier, Traoré avait compris que l'indépendance réelle venait de la capacité à refuser, de la force de se relever, même lorsque la pression semblait insurmontable. Ce n'était pas une révolution bruyante, mais une révolution silencieuse, discrète, qui marquait le début d'une nouvelle ère pour le pays. Ce geste, pourtant anodin en apparence, allait devenir un symbole de la résistance du Burkina Faso face à des forces invisibles mais omniprésentes. Une résistance qui, loin de chercher la confrontation, entendait simplement préserver une liberté fondamentale, celle de choisir son propre destin. Le chemin vers l'indépendance n'est jamais linéaire. Il exige des choix difficiles, des sacrifices et une remise en question constante. Mais tout comme Ibrahim Traoré, chaque individu, chaque pays peut décider de prendre en main son avenir, de refuser d'accepter les diktats imposés par d'autres. Ce refus n'est pas un acte de rébellion aveugle, mais une affirmation du droit à l'autodétermination. En repoussant ce dossier, Traoré a posé un geste fort, mais ce geste ne doit pas rester isolé. Il doit inspirer d'autres à prendre des décisions courageuses, à refuser les compromis qui minent leur autonomie. Le Burkina Faso n'est qu'au début de son chemin. Il est essentiel que chacun prenne conscience de l'importance de cette démarche collective. La souveraineté n'est pas un acquis, elle se construit au quotidien. En tant que citoyens, nous avons la responsabilité de participer à cette construction, de soutenir les initiatives locales, de remettre en question les structures de dépendance et de toujours garder à l'esprit que, même face aux défis,
Il est possible de redéfinir son destin.